Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là. J'allais dire en famille. Je suis journaliste. J'ai cofondé un média qui s'appelle Uzbek Erika et qui est consacré au futur. Et nous avons co-construit cette séquence présidentielle avec toutes les équipes de SS France et je voudrais les remercier et les remercier de nous avoir fait confiance sur cette dernière séquence ou sur cette avant-dernière séquence. Jérôme a fait 2-3 blagues tout à l'heure autour de la présidentielle. On a tous remarqué qu'elle avait commencé un petit peu plus tôt que prévu, un peu sur les chapeaux de roue. Et puis, je dirais, elle a mis en exergue, mis en lumière quelques valeurs qui, pour l'instant, ne semblent pas être les nôtres. Et c'est peut-être par ça que je voudrais entamer cette séquence. C'est extraordinaire de voir ce qui se passe ici, de voir ce qui se passe dans les structures que vous animez, de saisir à quel point il existe une effervescence dans ce pays qui est une effervescence qui va vers les transformations écologiques, environnementales, solidaires, sociales au sens large. Et de voir que cette espèce de tourbe, cette effervescence qui nourrit le cœur de la société française, elle n'est pas encore complètement, et c'est le moins qu'on puisse dire, elle n'a pas encore complètement affleuré dans le débat public, où clairement, on est plutôt en train de se poser la question de savoir si nous sommes une France qui tombe et si la France sera encore la France. Moi, je crois que la France que vous représentez, qu'on représente tous ici, c'est une France majoritaire. Et c'est peut-être le moment de le dire haut et fort et de poser et de placer, d'inviter les valeurs de l'ESS dans la campagne présidentielle. Nous allons écouter certaines et certains des candidats. Vous allez voir que l'un d'entre eux, effectivement, s'est fait représenter. On va d'abord écouter, voir une séquence, quelques minutes, des uns et des autres. Et puis ensuite, on va revenir par pastille pour les écouter. Et je vais demander donc à nos 4 invités de me rejoindre ici sur scène. Et on essaiera de comprendre en quoi et comment on peut replacer l'ESS à l'agenda de cette élection présidentielle. Merci d'accueillir David Jayes, Gabriel Alpern, Anaïs Vagelis et Marie-Lise Léon. Laissez-moi juste cette chaise-là. Celle-là, c'est pour moi. Salut. Alors, je vais les présenter rapidement quand même. Gabriel Alpern, bonjour et bienvenue parmi nous. On va tous vous voyez? Non? Ouais, on va se tutoyer. Gabriel, tu es philosophe. Et tu as dans ton ouvrage Tous centaures, éloge de l'hybridation, mis en lumière le mot qui, selon toi, définit notre époque, celui d'hybridation, qui est à la fois l'hybridité qui est à la fois hyper présente dans nos vies, mais qui est, selon toi, pas assez valorisée. Et tu écris notamment l'ESS, une économie hybride par excellence, puisqu'il s'agit d'hybrider des logiques économiques et des logiques sociales et solidaires, pourrait bien devenir le modèle économique de demain. Vous comprenez donc pourquoi nous avons invité Gabriel Alpern parmi nous. À tes côtés, David Jayes. Bonjour à toi, David. Tu es normalien, haut fonctionnaire. Tu es l'auteur de 3 essais remarqués, dont le dernier en particulier, le nouveau modèle français. Appel à renouer avec un grand récit national pour sortir d'une forme de déclin qui empoisonne la France depuis la fin des 30 Glorieuses. Et tu nous diras si l'ESS peut faire partie de cette solution, dans quelle proportion, et puis si ce nouveau modèle français ressemble, peu ou prou, à de l'économie sociale et solidaire. Marie-Lise Léon, bonjour, bienvenue. Marie-Lise, tu es secrétaire générale adjointe de la CFDT à l'initiative du Pacte de pouvoir de vivre, un très beau terme, je me permets de le dire. Une plateforme collaborative lancée, comme vous le savez, en mars 2019 et qui regroupe à peu près un peu plus de 60 organisations qui ont formulé elles-mêmes 90 propositions dans tous les domaines. Marie-Lise, tu nous diras
Tu nous parleras du sens et de la nature de ces propositions et de la façon dont précisément tu veux les faire vivre jusqu'à l'élection présidentielle et sans doute aussi au-delà. Un véritable programme de transition. Si vous ne l'avez pas lu, je vous incite à le lire. Et puis enfin, Anaïs Waigelis. Bonjour Anaïs. Tu es docteur en géographie, spécialiste des enjeux industriels, consultante et essayiste, et tu as publié avec Olivier Lancy un passionnant ouvrage, je dois dire, en forme de plaidoyer pour un nouvel âge de l'industrie qui s'appelle Vers la renaissance industrielle. Et on verra avec toi si industrie et ESS font bon ménage. Mais comme je vous l'ai promis, tout de suite, on lance la première séquence avec un certain nombre de candidats et de candidates à l'élection présidentielle. On se retrouve dans 5-6 minutes. À tout de suite. Je suis bien sûr totalement favorable et je nommerai, si je suis élue présidente de la République, un ministre qui sera totalement en charge de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce que c'est un secteur à part entière, c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui pèse dans l'économie française. 10% des emplois de ce secteur sont aujourd'hui répartis partout sur le territoire, dans des très grandes villes comme dans des petites communes. Et ce secteur est aussi un secteur qui pèse dans l'économie mondiale. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui porte une économie du sens. Nous devons vraiment mettre au cœur de nos préoccupations, évidemment, le bien-être humain, mais aussi l'avenir des générations pour lesquelles, pour l'instant, les générations passées n'ont pas fait grand-chose. J'ai pris un temps d'avance, puisque vous le savez, la région Île-de-France a nommé une vice-présidente à l'économie sociale et solidaire, Sylvie Mariot, qui est aussi chargée des achats responsables à la région. Je pense qu'aujourd'hui, et encore plus dans le monde de l'après-Covid, nous avons besoin de décloisonner. Décloisonner l'économie classique et l'économie sociale et solidaire. Nous avons besoin de faire grandir l'économie sociale et solidaire, parce que l'économie sociale et solidaire, elle apporte un supplément de sens, et puis elle permet aussi de résoudre ces questions si délicates de l'emploi des personnes qui se sont éloignées du monde du travail classique. Alors oui, défi écologique, défi social, défi économique, l'économie sociale et solidaire a toute sa place dans la gestion de ma région, une vice-présidence, et elle aura toute sa place dans mon gouvernement. C'est important d'avoir un ministère à part entière pour qu'il soit libéré de la tutelle de Bercy, qui pèse énormément sur les logiques économiques actuelles et qui est un véritable lobby à l'intérieur de l'appareil d'État. Un secrétaire d'État, une ministre, qu'importe, fort. Ce qui me semble important, c'est que la personne en charge de l'économie sociale et solidaire, elle puisse avoir un impact transversal sur l'ensemble des ministères. En réalité, il faut mettre de l'ESS partout. L'économie sociale et solidaire, c'est déjà 10% de notre PIB, mais d'une certaine façon, la question, c'est comment est-ce qu'on convertit progressivement les 90% de notre économie au total. Évidemment, pour les écologistes, l'économie sociale et solidaire sera au cœur de notre politique économique et donc sera au cœur des institutions que nous porterons, évidemment, à Bercy, au ministère de l'économie et des finances. La question du ministère de plein exercice de l'économie sociale et solidaire n'est pas dans notre programme parce que, en fait, la question de l'économie sociale et solidaire, elle pose la question de la transformation de l'économie en général, tournée du coup vers l'intérêt général, et que l'économie sociale, ça soit plus un tiers secteur dans un coin, mais qu'elle puisse concerner tous les secteurs. Et en fait, pour nous, l'économie sociale et solidaire, c'est un outil de démocratie citoyenne dans l'économie qui doit en fait transcender toute l'économie. Alors, je ne dis pas qu'on va y arriver en 15 jours, mais ce que nous, on propose pour l'instant, c'est qu'il y ait un haut commissaire à la planification écologique, parce que pour nous, l'économie sociale et solidaire, elle s'inscrit dans cette planification et dans ces objectifs qu'on déciderait démocratiquement, et que ce haut commissaire, il ait la possibilité de ne plus être dépendant en fait des vétos de Bercy, parce que c'est toujours ça qui se passe, c'est-à-dire que Bercy a finalement les vétos qui se mettent, et puis derrière, tout le monde est un peu à la traîne pour essayer d'avoir du budget. Mettons-nous l'accent sur deux aspects. Le premier, c'est de donner plus de pouvoir d'intervention aux salariés dans les entreprises,
afin qu'ils puissent décider, eux, de leur mode de production, de la manière dont ils souhaitent produire les richesses, mais aussi comment elles doivent ensuite être distribuées. Et pour ne pas être dépendants du choix des actionnaires, qui, eux, diront toujours « c'est nous qui payons, donc c'est nous qui décidons », il faut pouvoir donner aux salariés les moyens d'avoir un soutien financier pour pouvoir porter leurs projets alternatifs. Et c'est pour ça que nous voulons nationaliser au moins 2 grandes banques systémiques et permettre aux salariés de pouvoir faire appel à des fonds publics, à un soutien public et donc le soutien de l'État aussi. Il faut réunir les leviers publics et les leviers privés. On n'y arrivera pas en opposant les uns aux autres, c'est une absolue certitude. En l'occurrence, c'est ce qu'on essaye de faire en engageant à travers le plan de relance et à travers le plan d'investissement des moyens publics peut-être sans précédent pour changer de trajectoire. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais c'est 1/3 du plan de relance qui est consacré justement à la transition énergétique. Ça, c'est évidemment un levier formidable pour la suite. Ma vision de mon grand plan d'investissement, c'est d'organiser à l'échelle des territoires une grande négociation, la négociation de contrats de transition territoriale, qui associe évidemment les collectivités, qui associe les acteurs économiques, qui associe les salariés, qui associe les associations et trouver les moyens d'une participation citoyenne pour penser l'évolution des territoires. Comment j'organise l'économie circulaire? Comment on retrouve de l'autonomie stratégique sur des secteurs essentiels? Comment on retrouve le contrôle de l'alimentation, de l'agriculture, de la culture, des services publics, au-delà des entreprises de territoire. Ah oui, ça marche. Oui, alors je voulais préciser que, évidemment, Stanislas Guerini n'est pas encore, à ce jour, candidat à l'élection présidentielle. Bon, il s'est dit beaucoup de choses. Je vais vous laisser une petite minute avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on reprenne thème par thème. Mais il s'est dit beaucoup de choses dans cette capsule. Peut-être, Anaïs, il y a ceux qui disent on va mettre l'ESS à part. Il y a Mathilde Panot pour Jean-Luc Mélenchon qui nous dit non, parce qu'en fait, justement, je ne veux pas le mettre à part, donc il n'y aura pas de ministère dédié. Et puis, on a un Stanislas Guerini pour La République En Marche qui nous dit on doit quasiment faire la fusion. Comment on peut se situer par rapport à tout ça? Alors, je vous prie de m'excuser parce que j'ai la voix un peu cassée, donc ça me donne un air très étrange, en plus du fait de me balader avec une bouteille d'eau d'1 litre un peu ridicule. En fait, ce qui est assez intéressant dans cette vidéo, c'est qu'il y a à boire et à manger. Et moi, j'aurais une question simple à leur poser, à tous ces candidats, c'est est-ce qu'ils ont compris ce qu'était l'économie sociale et solidaire? Parce que, pour une fois, je vais le dire assez étonnamment, je serais presque plus d'accord avec la position de la représentante de la France Insoumise, parce qu'on a Stanislas Guerini qui nous parle quand même de plan de relance pour financer la transition écologique. C'est très bien, mais la transition écologique ne sous-entend pas forcément un changement de modèle économique. On a ceux qui le mettent à part, comme si l'économie sociale et solidaire était destinée à des secteurs à la marge de l'économie dite réelle. Et en fait, on n'a personne qui, dans les discours, pose la question fondamentale d'un projet de société, du positionnement de l'économie, du modèle économique des entreprises, comme si l'économie sociale et solidaire était destinée forcément aux choses qui n'ont pas de la place dans le capitalisme traditionnel. Donc c'est une vision finalement totalement conventionnelle de l'économie et absolument à côté de la plaque par rapport aux défis qu'on a à relever. Ok, ça commence fort. Merci. Bon, alors franchement, on peut applaudir. Enfin, si jamais vous avez envie, c'est pas. Moi, je dis pas ça parce que j'approuve. Je suis neutre. Mais enfin, lâchez-vous, quoi. Marie-Lise, même réaction, une petite minute. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette approche? Est-ce que toi aussi, tu sens qu'il y a une forme de bon, ok, je suis interviewé pour l'ESS, donc je vais dire du bien de l'ESS sans savoir ce que c'est réellement que l'ESS? C'est ça qui ressort pour toi aussi? J'ai un petit peu la même. Donc là, j'ai une casquette
CFDT, PAC du pouvoir de vivre, donc j'espère que les 60 orgas du PAC vont pas être en phase avec ce que je peux dire. Il paraît qu'il y a une motion de défiance qui est en train d'être votée en ce moment même. Mais moi, je trouve qu'on est dans des discours relativement classiques. Et alors, il y a effectivement des visions différentes, mais moi, quand j'entends des réponses de candidats à ce type de questions, on sent la volonté de séduire et la compréhension réelle du sujet et de la question qui est posée. Je m'interroge toujours sur la sincérité de la réponse. Juste sur Mathilde Panot et sur parce que c'est la seule qui assume. Oui, elle assume, elle n'est pas là pour faire plaisir, ça c'est clair. Je pense ils assument effectivement un autre type de réponse, et notamment une planification de la transition écologique, et ils sont sur une autre vision en fait de modèle économique. Voilà. Et ça, je pense que c'est une vision qui a le mérite de poser un peu différemment le débat. Ok. C'est la question que j'allais te poser, David, qui est un féru de planification. Pas que, évidemment. Mais ta première réaction quand tu vois ça, et si on tire un peu le fil de cette histoire de planification, est-ce qu'en gros, le SS est compatible avec une forme de planification, ou même est-ce qu'une planification est nécessaire pour tendre vers un modèle généralisé d'économie sociale et solidaire ? Il n'y a pas de lien automatique entre les deux, mais ce qui est certain, c'est que le SS aujourd'hui, c'est un morceau de l'économie française. On dit en général, je parle sous le contrôle attentif de Jérôme, mais c'est 10% du PIB. En 9, 10, il y a beaucoup de secteurs mutualistes dans ces 9 ou 10%. Mais en réalité, je pense que ce qui est intéressant avec l'ESS, c'est qu'elle bouleverse les lignes de partage entre la puissance publique, le marché, la société. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que nous entrons en fait dans un monde où les changements qu'il va falloir accomplir, parlons par exemple de la transition énergétique qui va nécessiter à peu près 130 000 milliards d'euros d'investissement à l'échelle du monde, 30 000 milliards à l'échelle de l'Union européenne. Donc il faut imaginer, parce que ça c'est des grandeurs abstraites, mais c'est des déplacements d'actifs, des secteurs qui ferment, d'autres qui se développent, des emplois, des transitions professionnelles absolument majeures. Et évidemment, ça ne pourra pas se faire par la seule force du marché. Le marché n'est pas capable, comme ça, de réfléchir à horizon 10 ans, 15 ans, la complexité d'une telle transition. Mais en même temps, l'État n'est pas non plus capable de le faire. On a besoin de la force propulsive de la société et des entreprises. Et donc, il va falloir inventer des modèles économiques, des gouvernances d'entreprises, et repenser les lignes de partage. Et l'économie sociale solidaire, en fait, elle est déjà en train d'explorer ça, parce que, comme le disait Jérôme tout à l'heure, elle a quelque chose de très fort qui est le solidarisme. Et ça, c'est un concept qui est apparu au début de la Troisième République, qui part de l'idée que nous, les êtres humains, nous sommes frères et solidaires parce que nous sommes endettés les uns vis-à-vis des autres, et que ça forme quasiment un contrat social. Et d'ailleurs, le solidarisme est né en même temps que les découvertes pasteuriennes. Donc il y a un écho qui est intéressant aussi avec l'épidémie de Covid, parce que la connaissance des maladies infectieuses nous montre à quel point nous sommes liés les uns aux autres. Et donc nous avons besoin de nous organiser dans des institutions de prévoyance mutuelle. Tu me vois venir. Et donc, c'est intéressant parce que en fait, l'économie sociale solidaire dans le monde de demain n'existera plus, puisqu'elle sera toute l'économie. C'est le laboratoire du monde de demain, de cette économie de la transition qui va devoir passer à l'échelle dans les prochaines années si nous voulons réussir à opérer les immenses changements qui nous attendent. Ok, c'est ambitieux. Merci à toi. Gabriel, on navigue là autour de la notion de frontière. D'ailleurs, puisque tout le monde se réfère à Jérôme, je vais le faire aussi. Et tout à l'heure, Jérôme, tu as parlé de la nécessité d'élargir les frontières. On sent qu'il y a encore quelque chose d'un peu flou dans la bouche des candidats ou de leurs représentants. Est-ce que on a une nécessité réelle et comment faire pour élargir ces frontières, en fait, pour faire se répandre ces 10%, pour les augmenter, et d'ailleurs, le faut-il ? Oui, effectivement, c'est la question. Il y a quand même un terme qui est revenu plusieurs fois dans différents messages de différents candidats ou représentants de candidats. C'était cette idée de décloisonnement.
effectivement, je pense qu'on arrive à un moment où on n'en peut plus des cases, voilà, on n'en peut plus de mettre les économies dans des cases que l'on range. Et cette idée de décloisonnement va être au cœur effectivement du sujet. Moi, c'est à travers le décloisonnement, c'est cette idée d'hybridation que je porte, parce que c'est vraiment ça le sujet. On voit que l'on entre dans un monde qui est effectivement de plus en plus hybride. Et enfin, c'est ça qui me rend d'ailleurs plutôt optimiste par rapport à l'avenir. On voit effectivement, il y a de plus en plus de lieux qui s'hybrident et qui donnent naissance à des tiers-lieux. Il y a de plus en plus d'activités, de secteurs qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir ensemble et qui petit à petit se rencontrent. Et puis il y a des choses nouvelles qui en naissent. Donc en tout cas, donc c'est ça, c'est dans ça que c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, l'économie sociale et solidaire en tant que telle, parce que justement, c'est pour ça que je dis que c'est une économie hybride par excellence. Voilà, tu as cité ces mots de mon ouvrage, où effectivement, voilà, une économie hybride, précisément parce qu'elle hybride des logiques qui a priori n'avaient pas grand-chose à voir ensemble, une logique économique et une logique sociale et solidaire, qui peuvent d'ailleurs paraître contradictoires, et pourtant, voilà, dans une espèce de tiers monde, dans une espèce de tierce économie, où justement elles vont enfin pouvoir se rencontrer. Donc encore une fois, voilà, cette idée d'hybridation accélérée de notre monde, dont justement l'économie sociale et solidaire serait finalement visionnaire et pionnière, je pense là, l'ESS a vraiment un message politique à apporter à tous les autres secteurs, et puis même dans tous les domaines, les autres domaines de notre vie, que ce soit culturel, sujet d'identité, enfin bref. Voilà. L'ESS a un vrai message à porter, justement parce qu'elle porte cette idée d'hybridité. Alors on va continuer à rentrer dans les détails avec chacun des candidats. Je vous propose d'écouter Yannick Jadot. On se retrouve tout de suite. Depuis des décennies, le modèle libéral a mis à mal au fond, ce qui faisait un projet partagé pour les Français, notamment depuis la Seconde Guerre mondiale, avec notre modèle social, avec la sécurité sociale, avec l'idée qu'on mutualise et qu'on fait un projet collectif autour du travail, de la santé, du social. Et on voit bien que aujourd'hui, l'absence de services publics ou la dégradation des services publics participe de la division de la société. David, on ne l'a pas complètement bien entendu au tout début, mais Yannick Jadot nous dit, bon, avec le libéralisme, on ne peut pas mettre en place l'économie sociale et solidaire. Tu le disais d'ailleurs tout à l'heure, le marché seul, lui, va plus loin. Il semble nous dire le libéralisme est incompatible avec l'économie sociale et solidaire. En gros, ma question est, faut-il d'abord abattre le libéralisme pour faire advenir l'économie sociale et solidaire ? Alors moi, au risque de déplaire, peut-être, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que je pense qu'on peut imaginer justement une économie sociale et écologique de marché, c'est-à-dire un système dans lequel l'initiative privée existe et elle a des choses à apporter en termes d'innovation, en termes de productivité, mais cette initiative privée, elle doit toujours, en quelque sorte, être réglée non pas simplement par la loi du profit ou de la rentabilité, mais aussi par des objectifs qui sont liés à la transition écologique, donc de soutenabilité environnementale et d'inclusion sociale. Et au fond, ce qu'on a longtemps cantonné dans les grandes entreprises, dans un petit département qu'on appelait RSE, responsabilité sociale, environnementale, plus ou moins pris au sérieux en fonction des entreprises, je pense que ça a vocation à irriguer toute l'entreprise, en quelque sorte. C'est-à-dire que chacune des opérations, chacune des activités de l'entreprise doit être réalisée non seulement à l'aune de la performance économique, qui est quand même, je veux dire, l'entreprise, ça reste d'abord un lieu de résultats et de performance économique, mais aussi à l'aune de ces critères sociaux et environnementaux. Et c'est des évolutions très profondes qui vont nécessiter de faire évoluer les modèles comptables, de faire évoluer la gouvernance, de faire évoluer toute la réflexion autour de la fameuse raison d'être, qui doit être autre chose qu'un slogan. Et effectivement, je préfère parler de raison d'agir que de raison d'être. Mais donc, il y a toute une réflexion comme ça à conduire en réalité autour du capitalisme responsable, plutôt que de le décréter par nature irresponsable et de considérer que seule la puissance publique est pertinente. Et moi, je ne crois pas. Je pense que justement, on a besoin
pour reprendre votre terme, d'hybridation, de coopération, et que c'est seulement par des synergies publiques, privées, par des écosystèmes qui associent des acteurs très différents, qu'on arrivera en fait à faire face aux défis gigantesques qui sont les nôtres. Alors, restons 2 minutes avant de passer à la capsule suivante. Restons 2 minutes sur la nature du capitalisme. Peut-être, Marie-Lise, est-ce qu'on a besoin d'inventer un nouveau terme? Alors, post-capitalisme, on a parlé de tiers économie. Ce serait quoi, finalement, si par exemple on se réfère au pacte du pouvoir de vivre? Quel serait le terme et d'ailleurs, faut-il un terme pour caractériser cette grande transition? Je pense qu'avant de se mettre d'accord sur le terme, il faut se mettre d'accord sur ce que ça recoupe. Et on parle de transition. Moi, je pense qu'on est dans une mutation, c'est-à-dire qu'on est dans un mouvement phénoménal, d'ampleur totalement inédit. Et que l'une des seules voies, c'est la question de pouvoir effectivement embarquer l'ensemble des acteurs économiques. Et on avait tous espéré qu'après la crise Covid, on soit effectivement dans des jours heureux. Je suis un petit peu moins optimiste qu'il y a quelques mois, parce qu'on voit que le cynisme de l'économie dite classique reprend quand même rapidement le dessus. Donc, alors, j'ai pas de terme forcément qui. Tout à l'heure, je parlais de la spécificité du terme pouvoir de vivre. Ouais. On a là quelque chose qui est un tout petit peu inédit. Je pense que c'est important aussi de renouveler le vocabulaire. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un terme qui, alors selon les uns et les autres, peut parler plus ou moins, mais chacun y met en fait quelque chose qui lui semble essentiel pour son quotidien. Et le pouvoir de vivre est nous sorti au moment... donc le collectif du pacte du pouvoir de vivre est né en fait concrètement après la crise des Gilets jaunes, où en fait pour de multiples raisons, des gens se sont mobilisés sans aucun cadre, si ce n'est une consigne entre guillemets, ou en tout cas des rendez-vous sur les réseaux sociaux, et chacun y mettait des choses différentes. De ceux qui n'arrivaient pas à boucler les fins de mois, ceux qui ne pouvaient pas payer de l'essence, ceux qui en avaient ras-le-bol de ne pas être reconnus. Enfin, il pouvait y avoir un ensemble de sujets sur lesquels ils souhaitaient, et l'ensemble des associations et syndicats qui ont initié ce pacte ont souhaité un peu se mettre à l'épreuve qu'il y a une autre voie est possible. Un nouveau modèle de développement et qu'il faut pour ça agir à la fois sur les enjeux économiques et ne jamais opposer justice sociale et transition écologique, et qu'aucune mutation ne pourra être acceptable par les citoyens sans un processus démocratique propre qui permette de la délibération. Je pense que c'est le terme... Ça sera le terme, et je le souhaite, 2022. Ok, merci. Alors, on va continuer, on va essayer de respecter le timing. Et je vous propose d'écouter la petite capsule de Stanislas Guerini. On se retrouve juste après. D'imaginer l'économie sociale et solidaire comme un truc sur le côté d'une activité qui, elle, ne serait pas sociale et solidaire. Je dis les choses extrêmement cash. L'économie sociale et solidaire, c'est déjà 10% de notre PIB. Mais d'une certaine façon, la question, c'est comment est-ce qu'on convertit progressivement les 90% de notre économie au total. Et c'est, je crois, exactement l'esprit de ce qu'on a pu porter dans la loi Pacte. C'est de se dire qu'au fond, sans créer d'usine à gaz, il faut que l'ensemble des entreprises puissent être accompagnées vers un modèle plus social, plus solidaire. Gabriel. Oui. Je reviens un peu sur la question de l'hybridité, parce qu'en fait, on avait abordé un peu le sujet tout à l'heure avec la première intervention de Guerini. Bon, lui, carrément, il veut passer de 10 à 100, hein, et de convertir, c'est le terme, l'ensemble de l'économie. Alors, je reprends un petit verbatim de ton bouquin. Tu décris le Centaure, donc le bouquin Tous Centaures, aux éditions du Pommier. Tu décris le Centaure comme un bâtard de sang mêlé, qui n'est ni l'addition ni la fusion de l'homme et du cheval, mais une troisième case, tierce, toute neuve. Est-ce que Stanislas Guerini t'a lu, et t'a-t-il mal lu?
Alors ça, c'est plusieurs questions en une. La question dégueulasse. Oui, alors je vais juste effectivement un tout petit peu préciser et développer, parce que dit comme ça, le centaure est un bâtard, ça peut paraître un peu étrange. Non, mais c'était pas du tout péjoratif. Oui, dans le oui, cas, non, mais il n'y a aucun problème. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, ce terme hybride, qui était quand même plutôt rare jusqu'à présent, on l'a vu un peu débarquer dans nos vies. On parle des voitures hybrides. On parle du travail hybride, présentiel, distanciel. Bon. Mais c'est intéressant de s'interroger sur ce terme hybride qui, malgré tout, a quand même une connotation qui est quand même un peu négative. Bon, très bien, alors on parle des voitures et du travail, mais aujourd'hui, si vous dites de quelque chose ou de quelqu'un qu'il est un peu hybride, ben justement, c'est rarement un compliment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de connotation un peu négative. Et de fait, l'étymologie latine, hybrida, c'est bâtard de sang mélangé. Donc c'est intéressant parce que cette idée d'hybridité, c'est un truc qui nous gêne. Il y a un côté un peu suspect. Il y a pas d'identité ou il y a trop d'identité dans le bâtard. Enfin, voilà. Donc, puis en plus, on ne sait pas dans quelle case le ranger. Et donc, j'ai effectivement pris cette métaphore du centaure pour pouvoir expliquer notre rapport à ce qui est hybride. Voilà. On a du mal avec les choses, les gens, les entreprises, les modèles organisationnels hybrides. Voilà. On a du mal avec ce qui est hybride, encore une fois, parce que ça ne rentre pas dans nos cases. Donc, effectivement, c'est assez déstabilisant. Et d'ailleurs, ça pourrait peut-être expliquer le rapport un peu bizarre par rapport à l'économie sociale et solidaire. On se dit, oui, mais c'est une économie un peu bizarre, c'est hybride, ça rentre pas dans les cases. Oui, mais justement, on a justement besoin de choses précisément qui n'entrent pas dans les cases. Voilà. Et effectivement, c'est ce que je voudrais dire à travers ce terme d'hybridation, parce qu'il peut y avoir parfois des amalgames entre l'hybridation, c'est la fusion, voilà. Qu'est-ce que c'est vraiment que cette idée d'hybridation ? Je dirais que moi, ce qui m'a fasciné dans cette image du centaure, donc qui est être humain au-dessus de la ceinture et cheval en dessous de la ceinture, c'est de se dire, mais finalement, quelle est la relation entre ces deux parties ? Est-ce qu'elles sont dans une relation de fusion, où on ne sait plus vraiment qui est qui ? Est-ce qu'elles sont dans une relation de juxtaposition ? Bon, en gros, on a mis un torse d'homme sur des jambes de cheval. Voilà. Ou est-ce qu'elles sont dans une relation d'assimilation au sens où il y en a une qui prend le pas sur l'autre ? Et ça, en fait, ces trois types de relations à l'autre, pour moi, ce sont les trois pièges, justement, de la relation à l'autre. Et le centaure, justement, ne tombe dans aucun de ces pièges. Je disais, c'est les trois pièges de la relation à l'autre. C'est vrai en amour, en amitié, dans une entreprise entre deux départements ou deux services. Bon, voilà. Justement, le centaure ne tombe dans aucun de ces pièges et il inaugure une forme de quatrième voie, une quatrième forme de relation, qui est celle de la métamorphose. C'est-à-dire que pour faire un centaure, je veux dire, il ne faut pas se contenter de mettre un homme sur un cheval, mais il faut justement que chacune des parties fasse un petit pas de côté pour pouvoir se métamorphoser et du coup rencontrer l'autre. Et c'est justement ça le sujet entre l'économie et la société. Comment est-ce que justement il va y avoir ce petit pas de côté entre l'entreprise et la société pour qu'il puisse y avoir une véritable hybridation et faire en sorte que effectivement elles puissent se rencontrer et être dans un navire commun. Si j'ose dire. Donc voilà, je pense que ce sujet de comment est-ce que l'on peut être dans un mode de relation à l'autre qui va faire en sorte qu'on va être dans la métamorphose, là, je pense que l'économie sociale et solidaire a une carte à jouer. Et j'aimerais ajouter l'idée que, bon, avant, on était dans une société industrielle, très bien, puis société de services, mais justement, là, maintenant, on sent que l'on va entrer dans une société des relations, une société de la relation. C'est plus la prestation de service, mais c'est comment est-ce qu'une entreprise crée une relation avec les collaborateurs, avec les clients et avec la société en règle générale. Et c'est de ce point de vue que l'économie sociale et solidaire, c'est une économie de la relation, une économie de la métamorphose. Anaïs, bon, tu secoues un tout petit peu la tête en entendant Stanislas Guerini, comme si finalement, étant au pouvoir, étant du parti du pouvoir, finalement, l'économie sociale et solidaire était pas assez considérée, ou en tout cas que là, il y avait quelque chose de l'ordre d'un petit peu de l'incantation. Est-ce que je me trompe ? Non, mais en fait, je suis ravie si Stanislas Guerini est convaincu par l'économie sociale et solidaire. Donc j'espère que la majorité gouvernementale, à chaque fois qu'on lui présentera un dossier de reprise d'entreprise en scope, mettra les moyens et le soutien qu'il faut aux salariés. Parce que entre les propos, tout le monde peut tenir des propos. Avoir des actes forts,
pour transformer la vie des gens, c'est beaucoup plus dur. On a entendu Olivier Rigoire sur la loi Pacte tout à l'heure. Oui, alors la loi Pacte, on peut en parler de la loi Pacte, c'est très bien. Il ne faut pas bouder quand on a un progrès. Moi, j'ai tendance à dire, on change rarement quelque chose avec les états d'esprit qui ont engendré le problème, qui est une citation d'Einstein, je crois, que j'ai largement... Et de toi. Non, mais voilà, que j'ai largement déformé. Il faut aller plus loin que la loi Pacte. C'est-à-dire qu'on a aussi un rôle de réglementation sur... En fait, on limite beaucoup les entreprises au modèle économique à travers la rentabilité financière et on met un peu de rapport extra-financier sur l'engagement des entreprises à travers la RSE. Je peux vous dire, un rapport RSE, c'est extrêmement facile à bullshiter. Moi, j'ai des clients, c'est leur marché, ils arrivent à vendre ça comme un progrès en termes environnementaux. Il y a un moment où c'est aussi... la loi Pacte repose beaucoup... Tout à l'heure, David nous dit que la RSE est passée de la marge au cœur. En tout cas, qu'on est dans cette dynamique. Hein. David, tu me dis si je te mésinterprété. Il faudrait l'être, en tout cas. Pas que nous y sommes. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, la loi Pacte repose quand même beaucoup sur des bonnes volontés et on a besoin d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on a besoin aussi de récompenser ceux qui transforment leur modèle, qui produisent des externalités négatives. Ça peut passer par de la réglementation, ça peut passer par de la contrainte, l'accès au marché très fortement réglementé pour les entreprises qui ne font pas l'effort et qui produisent massivement des externalités négatives. Donc tout ça pour dire... moi, ça m'amuse, c'est-à-dire qu'on est un tournant historique. On a les rapports du GIEC qui alertent tout le monde sur la situation climatique et on est encore en train de se dire il faudrait... Non, il ne faudrait pas. Il faut. Et passer au « il faut » politiquement, c'est le rôle de cette campagne. Je ne le vois pas venir. On parle encore... Alors, je m'écarte du sujet, mais on parle beaucoup d'immigration et de sécurité. Par contre, aller trouver les solutions, changer la vie des gens, investir dans les entreprises qui produisent des externalités positives, là, il y a quand même beaucoup moins de monde au portillon. Mais je ne crois pas que cette expression existe non plus. Alors, autre scoop ce soir, Anaïs Wajili n'est pas non plus candidate à l'élection présidentielle, mais sinon j'aurais voté pour toi. Par contre, Fabien Roussel, oui, lui est candidat à l'élection présidentielle. On l'écoute. C'est que cette transition vers ce modèle de développement doit se faire avec les salariés, par les salariés. Et l'État doit accompagner cette transition. C'est à l'État de créer les conditions pour que les salariés puissent faire ce choix. C'est de donner plus de pouvoir d'intervention aux salariés dans les entreprises afin qu'ils puissent décider, eux, de leur mode de production, de la manière dont ils souhaitent produire les richesses, mais aussi comment elles doivent ensuite être distribuées. Et donc, les salariés, à côté du capital, je dirais, à côté des actionnaires, doivent pouvoir participer pleinement au choix. Fabien Roussel, Anaïs, je reste avec toi, excuse-moi, nous parle de production et de place des salariés dans la production, un thème qui est aussi, je crois, cher à David. Une question sur la question de l'industrie, qui est ta spécialité. Est-ce que les salariés du secteur industriel sont demandeurs? Est-ce qu'on est en capacité? Est-ce qu'il y a des réglementations qui permettent de leur donner, en termes notamment de gouvernance, davantage de poids? Alors ça, c'est un sujet qui est récurrent parce qu'on s'inspire beaucoup du modèle allemand où la place des salariés dans l'entreprise en Allemagne est beaucoup plus importante, dans les conseils d'administration est beaucoup plus importante en Allemagne qu'en France. C'est une partie de la réponse. Maintenant, il y a aussi une réponse, c'est les salariés qui peuvent aussi devenir actionnaires à 100% de leur entreprise à travers des modèles de scope, de SCIC, je prononce toujours mal les acronymes. Oui, mais je n'étais pas sûre, alors excusez-moi. Pourtant, c'est dans ton livre. Oui. Et ça, en fait, ça pose la question aussi de la capacité à aller financer des activités industrielles qui se feraient sur un autre modèle. Donc ça pose la question aussi du rôle de la finance solidaire. Comment est-ce qu'elle peut aller financer des activités qui n'apparaissent pas dans le champ classique des missions de l'ESS? Quand des salariés veulent créer une scope, comment est-ce qu'on leur garantit d'avoir le financement pour financer des capex qui, dans l'industrie, sont beaucoup plus importants que dans l'économie de service? C'est tous ces modèles qu'il faut aller inventer et pas seulement donner une place aux salariés dans les conseils d'administration, c'est créer d'autres modèles d'entreprise. Donc, qui passe par la question du financement, c'est renouer peut-être aussi avec des règles de capitalisme patient. Parce qu'aujourd'hui, l'un des gros problèmes de l'industrie, c'est qu'on a des gens qui veulent avoir des retours sur investissement très rapides, alors que le temps de l'industrie est par nature long. Donc, on a besoin de nouvelles règles pour favoriser ça. Et l'autre chose
que je voulais dire, mais que j'ai momentanément oublié. C'est terrible. Ça s'appelle C'est pas grave. Mais restons 2 secondes sur l'industrie. Souvent, on a tendance à considérer. Tout à l'heure, on écoutait Gabriel nous dire on a d'abord eu l'industrie, puis les services, et maintenant la relation. Est-ce que tu souscris à cette tendance? Ouais, alors, en fait, on évolue peut-être sur le modèle relationnel, mais dans les industries qui Ton bouquin plaide pour la réindustrialisation et une industrie 4.0 mais en fait, vertueuse. Je pense qu'il y a une erreur sémantique. On a essayé le modèle du pays sans usine. On essaye depuis les années 80. On a vu ce que ça a produit avec la crise de la Covid, en termes de création de valeur sur le territoire, en termes d'indépendance, en termes de cohésion sociale et territoriale, en termes environnementaux. Je ne dis pas qu'il faut tout réindustrialiser et le faire n'importe comment. Je dis juste qu'il faut être capable de penser une politique industrielle qui nous permette d'être autonome et de créer suffisamment de valeur sur notre territoire pour financer notre modèle social. Et la dernière chose que je voulais dire, sur le truc, c'est qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui sont d'intérêt vitaux pour la nation, notamment la santé. Dans le domaine de la santé, aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire n'y va pas parce qu'on a un peu l'idée, c'est les big pharma, c'est des modèles de rentabilité, c'est trop complexe. Mais commençons par penser à un modèle où on ne crache pas des marges à 20%, à 2 chiffres, 12%, et où on essaye de produire avec une rémunération juste des producteurs et des salariés et des parties prenantes. Allons sur ces modèles, ne nous interdisons pas, enfin ne vous interdisez pas, parce que je n'ai pas d'entreprise encore dans l'économie sociale et solidaire, ne vous interdisez pas d'aller sur des champs qu'on vous dit inattaquables. Vous avez un rôle à jouer, et un rôle à jouer pour vos territoires, et pour le pays, et pour l'indépendance du pays. Ben oui, mais c'est incroyable quand même. Marie-Lise, peut-être, et David, un mot très rapide avant qu'on écoute Anne Hidalgo. Sur. Ouais. C'est un peu le Montebourg de. Tu les appelles tous, en fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? La porte était ouverte. Anne Hidalgo, serez-vous candidate à l'élection présidentielle? Non, Marie-Lise, soyons sérieux 2 secondes, parce que David Chipaproët s'est mis à troller cette table ronde. Mais on est très sérieux. Mais carrément. Non, mais sur la participation, tout à l'heure, Fabien Roussel, dans sa première intervention, parlait aussi de l'actionnariat. Est-ce qu'on est là en France aussi dans cette espèce de mythe de la participation, et comment y parvenir? Faut-il y parvenir? Alors, participation, il y a forcément, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Après, nous, on a une petite réserve sur l'actionnariat salarial. Là, du coup, j'ai ma casquette CFDT. C'est que ce que l'ouvrier ou le salarié met dans l'entreprise à son emploi, lorsque ça déraille et que ça va mal, ça peut avoir un effet doublement pénalisant. Mais moi, parce qu'on parle beaucoup de la loi Pacte, et effectivement, nous ne boudons pas ce qui a déjà été posé, mais ça n'est qu'un premier pas. Alors moi, j'ai attentivement suivi l'élaboration de la loi Pacte, et j'ai observé et effaré un petit peu la façon dont les acteurs de l'économie, certains défenseurs d'intérêts collectifs d'entreprises qui juraient qu'on allait mettre l'économie par terre, que c'était absolument impensable d'aller sur une modification du code civil, d'intégrer la possibilité d'aller sur l'entreprise à mission. Enfin, ça, c'était... Et du coup, c'est les premiers aujourd'hui qui expliquent comme quoi ils sont hyper vertueux et que c'est quand même formidable. Et heureusement qu'ils l'ont emporté. Bref. Mais on est largement en deçà de ce qu'on pourrait faire. La participation, là, je dirais, aux décisions de l'entreprise des salariés, elle est encore insuffisante. Il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. À la fois, alors on parle beaucoup des enjeux autour du travail et de la façon dont les salariés peuvent être réellement associés aux décisions au plus près du travail. Et là, il y a des choses qui doivent pouvoir évoluer. Et puis, il y a la question de l'articulation avec des représentants dans les instances de gouvernance, lorsqu'elles existent. Là où on a un sujet, et je pense que c'est plutôt culturel, c'est la réelle prise en compte de la parole exprimée par l'autre, et notamment reconnaître comme légitime le fait que les salariés aient quelque chose à dire sur leur entreprise. Ça, culturellement, dans l'économie classique, entre guillemets, c'est quelque chose d'absolument
c'est extrêmement difficile. Il y a quelques entreprises où ça fonctionne. Mais pour l'ESS, je pense que c'est un sujet. C'est reconnaître que les salariés ont aussi une légitimité, et leurs représentants, à avoir une expression sur les enjeux économiques et pas que sociaux, et donc permettre d'avoir un lien. Et puis bien entendu, depuis quelques années, on défend aussi le fait qu'ils puissent avoir aussi un mot à dire sur les enjeux environnementaux. Bon, alors, dans l'oreillette, on me demande d'accélérer, mais quand même un mot, David, sur l'industrie, parce que très rapide, ce nouveau modèle social, ce nouveau modèle français, pardon, qui serait aussi un nouveau modèle social. Quelle est sa relation à la réindustrialisation? Anaïs nous dit ne pas tout réindustrialiser, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre du long terme et du retour à une politique industrielle un peu planifiée. Ce qui est certain, c'est que l'industrie est au cœur du contrat social et qu'on est arrivé dans une situation en France où 9% du PIB pour l'industrie, c'est très faible. Quand on compare aux 22% allemands ou même aux 16 ou 17% italiens, on a perdu beaucoup de parts de marché dans beaucoup de domaines. Je pense que la bonne stratégie aujourd'hui, c'est celle qui consiste à se dire, au fond, voici les grands secteurs de la transition qui supposent des processus industriels, et voici dans quel secteur la France peut prendre des parts de marché, peut être compétitive, peut même prendre une forme de leadership. Donc il y a des choix qui ont été faits avec le plan France 2030 qui sont quand même intéressants. C'est 30 milliards d'euros dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de l'hydrogène, dans les solutions de mobilité type avion bas carbone, dans les innovations en matière agronomique aussi, les protéines animales et végétales, dans la bioproduction de médicaments. Donc là, on a quand même identifié des axes, y compris aussi d'ailleurs dans les industries culturelles et créatives. On a identifié des axes qui sont quand même extrêmement intéressants. Après, c'est sûr que l'industrie de demain, elle ne ressemblera pas à celle qu'on a connue dans les années 50 ou 60. Hein. On est quand même dans une économie qui a profondément changé, où en fait... effectivement, la production industrielle s'adosse aussi à la prestation de services, à une relation dans les territoires entre un consommateur et un prestataire de services. Vous voyez, il y a un secteur, par exemple, qui est très, très porteur, c'est le secteur du vieillissement. Parce que nous allons avoir, d'ici 10 ans, 2 millions de personnes de plus qui ont plus de 75 ans. Donc ça suppose évidemment, pour les solutions de maintien à domicile, pour le bien vieillir, d'imaginer, de réinventer tout un secteur qui est celui de la silver economy. Et vous voyez bien que la personne âgée, ce dont elle a besoin, c'est de bien vieillir justement, c'est-à-dire qu'elle puisse avoir la visite des dents, elle puisse être soignée correctement, elle puisse aussi être divertie, se cultiver, recevoir de la visite, avoir des solutions de téléassistance. Donc, si vous voulez, elle a besoin d'un bouquet de services. Moi, j'appelle ça une solution. Michel de Bonneuil parle d'économie quaternaire, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des produits de nature industrielle, il y a une prestation de service, mais tout ça peut être opéré par le même acteur, à condition, effectivement, qu'il y ait un travail de synergie, d'intégration, et qu'on pense, en fait, ces transitions économiques. Et là, le secteur du vieillissement est intéressant parce qu'on est dans un secteur qui est à la fois un secteur de création de valeur économique et de création d'emplois, bien sûr, avec le sujet aussi de ces aidantes qui aujourd'hui sont quand même condamnées à du temps partiel subi, à des salaires de misère. Alors, on a versé quelques larmes de crocodile au moment du confinement en disant qu'elles étaient l'âme de notre société. Et puis, sitôt que tout ça est passé, on les a oubliées. Donc là, on a vraiment un secteur dans lequel tout se tient, c'est-à-dire qu'il y a la création de valeur, il y a le service, l'industrie, mais il y a aussi, si vous voulez, le lien social et la transition démographique. Voilà, et donc en fait, c'est pour ça que je suis assez sensible à cette idée d'hybridation. C'est vrai qu'on est quand même de plus en plus dans une économie qui va mélanger les enjeux sociétaux, les enjeux environnementaux et les enjeux proprement économiques. Et donc et ce secteur, en fait, il n'a pas non plus fait sa mue. Vous voyez, vous avez des EHPAD qui sont très centrés sur la prise en charge des personnes pour les dernières années de leur vie. Vous avez des systèmes d'aidantes
pour les gens qui vieillissent à domicile, mais on n'a pas imaginé l'intégration des deux. Par exemple, demain, les EHPAD viendront rendre des services aussi aux personnes âgées, où il y aura des activités de mémorisation, de jeux. Donc il y a toute une évolution économique qui doit être pensée. Et ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas le marché tout seul qui va le faire, mais c'est pas l'État tout seul non plus qui va le faire. Il faut construire des modèles. Et c'est pour ça quand même que France 2030, c'est une démarche intéressante qui maintenant demande à être opérationnalisée, notamment quant à sa gouvernance. Mais réjouissons-nous qu'on remette quand même un peu de long terme dans notre réflexion stratégique sur l'économie. Merci. Alors, comme je vous l'avais promis moi-même, qui ne suis pas candidat, on va écouter Anne Hidalgo. On va revenir un petit peu sur la question des indicateurs. Elle doit être tournée vers les citoyens, elle doit être tournée vers les personnes et pas simplement vers la quête d'un certain nombre de profits pour un tout petit nombre en laissant tous les autres de côté. Il va falloir créer de la valeur. Cette économie sociale et solidaire fait partie de cette création de valeur, d'une valeur qu'on va mesurer différemment. Il va falloir aussi se donner d'autres indicateurs pour la croissance, qui doit être une croissance, de mon point de vue, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus écologique. Croissance, décroissance, ça a été des termes qui ont été un petit peu évoqués presque avant le départ de cette campagne présidentielle. Marie-Lise, faut-il de nouveaux indicateurs, comme semble vouloir le dire Anne Hidalgo? Et comment on calcule ces nouveaux indicateurs? On a beaucoup critiqué récemment le PIB, on a parlé de troisième comptabilité. Les indicateurs donnent à voir ce qu'on a envie de mesurer et quelles lunettes on a envie de porter. Je pense qu'aujourd'hui, il faut à la fois changer de lunettes et changer d'indicateur, effectivement. Alors, je sais que le CESE a travaillé pendant... il y a les nouveaux indicateurs je crois que des nouveaux indicateurs de performance qui existent, qui peuvent être relativement intéressants puisqu'ils intègrent les efforts de recherche, la question de santé, les éléments de santé publique, etc. Donc oui, effectivement. Après, tout dépend quels sont les objectifs à ces changements d'indicateurs. Et ce qu'on porte, nous, dans le pacte du pouvoir de vivre, depuis, c'est une des propositions qu'on a portées dès la première version de 2019, c'est donc refondre un peu ces indicateurs. On fait des propositions, justement, qui permettent de donner à voir ce que serait le pouvoir de vivre. Et puis... avec une attention particulière pour les personnes les plus fragiles, les invisibles. On en a parlé beaucoup pendant à la fois la crise sanitaire et puis ces effets collatéraux, où globalement, la période actuelle, elle est extrêmement intéressante, où on nous dit la reprise est là, d'un point de vue macroéconomique, effectivement. Sauf que ces indicateurs très, très généraux masquent des fortes inégalités et une hétérogénéité de situation extrêmement importante en fonction des secteurs d'activité et en fonction des territoires. Et donc, l'une des propositions du pacte, c'est d'analyser l'ensemble des lois ou de décisions politiques ou de politiques publiques au regard de leur impact sur les 10% les plus défavorisés en France, et de se dire, voilà, ça peut contribuer à faire en sorte que on ne laisse personne au bord du chemin. Et dans la période qu'on traverse aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on peut observer. Et avec ma casquette CFDT, j'ai une attention particulière sur l'assurance chômage, par exemple, où les demandeurs d'emploi se voient appliquer une nouvelle réforme au 1er décembre, qui statistiquement, d'un point de vue macro, peut avoir des effets relativement faibles, mais lorsqu'on regarde les situations des personnes individuellement, les effets sont majeurs et extrêmement inquiétants. Alors, on va parvenir au bout de ces capsules. Tout à l'heure, Mathilde Panot précisait que, dans un discours un peu plus radical que les autres, que l'ESS devait faire partie prenante de l'économie. On va l'écouter revenir sur une dialectique assez intéressante entre bifurcation et transition, et j'aurais aimé avoir votre opinion là-dessus. On écoute Mathilde Panot. Pays le plus riche au monde. Donc, si on voulait mettre de l'argent, de l'investissement pour faire
Nous, on ne dit même plus, vous savez, souvent on parle de transition. La transition, c'est doux, on essaye de faire transitionner. Bon, je crois qu'on n'est plus dans ce moment-là. Nous, c'est pour ça qu'on parle de bifurcation, parce que tout le monde comprend, c'est comme on est sur un chemin et puis il faut faire bifurquer. Alors, faire bifurquer, ça demande une mobilisation générale de la population, ça demande évidemment des investissements publics et d'ailleurs privés extrêmement importants. En fait, la question de la bifurcation de notre modèle, elle est très importante parce qu'il faut regarder la situation droit dans les yeux. Et cette situation, c'est que c'est nos manières de produire, d'échanger et de consommer qui sont responsables de l'impasse dans laquelle on est. Bon, il faut faire dérailler le train. Voilà, je m'adresse à vous tous. David, je t'ai entendu souffler un peu. Non, surtout, moi j'en ai ras-le-bol de ces discours à la fois catastrophistes et extrémistes. Je veux dire, on est face à des défis qui sont effectivement considérables par eux-mêmes. On est face à des murs. Il y a cette question de la transition énergétique. Il va falloir changer de système énergétique. Nous sommes drogués aux énergies fossiles. 80% de notre énergie dans le monde, c'est des énergies fossiles. Il va falloir atterrir à zéro. En 1945, quand on a introduit le pétrole, on n'a pas changé de système énergétique. On a juste rajouté un étage, celui du pétrole. Mais le charbon, on continue à en consommer et on a la même consommation en proportion de charbon aujourd'hui qu'en 1945. La transition agricole, c'est un sujet majeur aussi, puisqu'il va falloir sortir de la chimie et de l'agriculture telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Une agriculture qui d'ailleurs ne fonctionne pas, puisqu'on n'arrive pas à avoir des modèles économiques performants pour les agriculteurs. Et en même temps, il va falloir préserver notre indépendance alimentaire. Donc, si vous voulez, c'est des défis qui, par eux-mêmes, sont gigantesques. Mais ces défis, ils nécessitent calme, apaisement, négociation. Et donc, moi, j'assume effectivement le terme doux de transition, parce qu'on a besoin d'un surcroît dans cette société de délibération et de négociation. Il faut faire travailler ensemble toutes les strates de la société. Il faut faire travailler ensemble tous les secteurs. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dont l'ESS et dont le mutualisme sont coutumiers. Donc je pense que c'est un modèle dont on peut s'inspirer pour essayer d'avancer justement dans les autres strates de la société et sortir de cette logique confrontationnelle, idéologique, systématique qui, en réalité, va nous amener dans le mur. J'ai entendu un bravo. D'autres réactions, Anaïs? Alors, moi, je vais m'inscrire en défaut avec David, pas parce que je suis dans des logiques de confrontation. Moi, je trouve que tu es tout à fait d'accord avec Mathilde Panot depuis tout à l'heure. Je trouve ça extrêmement suspect. Alors, bon, figurez-vous, je ne suis adhérente dans aucun parti et je travaille avec tous les partis, sauf ceux que Jérôme n'a pas voulu auditionner dans les vidéos. Non, en fait, je ne suis pas sûre que forcément bifurcation soit le bon mot. Mais transition pour aller où? C'est ça la question que j'ai envie de poser. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans une transition, on est dans une réinvention de modèle. Et là où je suis d'accord avec Mathilde Panot, c'est quand elle dit il faut changer nos manières de produire, de consommer et de distribuer aussi. Et j'ai envie de dire de concevoir nos produits. Et on le voit dans l'industrie. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on va dans des logiques de confrontation. C'est que quand on travaille avec des industriels, comme c'est mon cas, on a des vraies questions de modèle économique. À partir du moment où on commence à dire, par exemple, on va produire en petite série qu'à la demande, ou on va faire une couche de serviciel. Ok, mais j'ai aucune garantie que j'arrive à produire suffisamment, à rentrer suffisamment de chiffre d'affaires pour que mon entreprise continue à être rentable. Parce qu'un des principes de l'industrie, c'est massifier la production pour abaisser les coûts de production. Donc à partir du moment où je casse ce modèle, je dois complètement repenser mon entreprise. Alors il y a des questions d'économie circulaire, il y a plein de choses, mais rien ne dit que j'arriverai à créer suffisamment de chiffre d'affaires pour garder la même masse salariale. Donc ça pose des questions immenses en termes d'emploi, en termes d'activité. Et tant qu'on ne sera pas capable d'expliquer aux gens là où on part, là où on veut aller, qu'est-ce que ça sous-entend en termes de transformation individuelle. Par exemple, je vois des gens, des rapports qui sortent, qui disent eh bien, c'est pas compliqué, on va détruire tant d'emplois dans l'automobile, tant d'emplois dans l'aéronautique, mais on va en créer tant, par exemple, dans la rénovation énergétique. Très bien. Une vision très Schumpeter, quoi. Très bien, mais l'aéronautique, ce sont des emplois concentrés géographiquement et je vais recréer des emplois qui sont diffus sur l'ensemble du territoire. Donc, comment j'accompagne les mobilités? Première chose. Deuxième chose, c'est pas du tout les mêmes compétences. Comment j'accompagne les conversions? Troisièmement, il y a une question de qualité de vie et de salaire. Et tant qu'on ne sera pas capable d'expliquer comment on finance ces transitions et comment on accompagne les gens là-dedans, alors on n'y arrivera pas. Et c'est l'un des nœuds du problème. Parce qu'on sait très bien qu'en termes d'emploi, les conséquences peuvent être énormes.
Moi, je suis d'accord avec tout ça, et c'est pour ça que je pense qu'il faut une transition calme et apaisée, parce que c'est tellement compliqué, à la fois en termes de processus productif, de formation, de changement des comportements, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de lien social, qu'on ne fera pas ça par des slogans et des interpellations, mais qu'on le fera justement par un travail approfondi de délibération. Et on a besoin des partenaires sociaux, on a besoin des corps intermédiaires, parce que c'est eux qui vont nous aider à conduire ces transitions et à faire en sorte que l'atterrissage, parce que sinon, effectivement, ça va pas être un atterrissage, ça va être un crash. Sauf que le mot transition, mais on finira ce débat plus tard, parce que sinon, on risque de monopoliser la parole. Non. On le fait déjà, c'est ça que tu es en train de me dire. Oui. Merci. Ça va, je le mot transition, pour moi, ne dit rien sur le chemin. Et aujourd'hui, tout le monde se gargarise du mot transition. Et en fait, à l'heure où tout le monde essaye de développer des mots, mettre des concepts, etc., inventons un concept qui soit suffisamment fort pour transporter la société vers le nouveau modèle dont tu parles. Gabriel, un mot sur les termes, parce qu'il y a un truc intéressant sur la question de l'hybridité, par exemple, c'est que tu expliques qu'en fait, elle est déjà là et qu'on la voit pas. Ou plutôt que... un certain nombre d'individus ou globalement refusent de l'avoir. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la même chose là avec l'économie sociale et solidaire quand David nous dit en fait c'est déjà là est-ce que, alors c'est un peu plus philo, mais c'est à la philosophe que je m'adresse, hein, est-ce qu'on n'est pas face là à une société qui a déjà transitionné et dont il faudrait acter les bouleversements? Oula, effectivement, c'est plein de questions en une, juste pour pouvoir rebondir sur ce que venait de dire Anaïs. Ça me fait penser à une phrase de Nietzsche: il suffit de créer un nouveau mot pour créer une nouvelle chose. Donc ça peut peut-être effectivement faire réfléchir. En tout cas, voilà, la recherche d'un nouveau mot, finalement, ça n'est pas si anecdotique que ça. Et voilà. Pour répondre à cette question sur l'hybridation, en fait, c'est la raison pour laquelle je parle plus d'hybridation et pas d'hybridité. Précisément parce que l'hybridation, c'est un processus qui est toujours en train de se faire. Et c'est pas, une fois qu'on est hybridé, c'est bon, ça s'arrête. C'est une phrase d'un philosophe qui m'a énormément inspiré dans mes travaux de recherche, qui est vraiment, à mes yeux, l'un des plus grands intellectuels du XXe siècle. Malheureusement peu connu, mais voilà, vraiment l'un des plus grands. C'est Elias Canetti. Et Elias Canetti a cette phrase extraordinaire, il dit... La vie, c'est un éternel rétrécissement. Alors, c'est pas très gai, mais la vie, c'est un éternel rétrécissement. C'est pas Houellebecq qui a dit ça? Non. Et justement, on peut lutter, on peut résister à ce rétrécissement en élargissant sans cesse la base. Et pour élargir la base, il a ce conseil, il faut jeter son ancre le plus loin possible. Et cette idée de jeter son ancre le plus loin possible, c'est jeter son ancre le plus loin possible vers des gens que l'on ne connaît pas, des choses que l'on ne connaît pas, d'autres métiers, d'autres secteurs, d'autres activités. Enfin bref, arrêter de s'intéresser qu'à soi, sortir un peu de soi et justement faire un petit pas vers l'altérité. C'est ça, en fait, tout simplement, l'idée d'hybridation. Cette idée de jeter son ancre le plus loin possible, puis une fois qu'on l'a rattrapée, il faut la relancer encore plus loin, et encore plus loin, encore plus loin. Il y a un côté un peu pierre de Sisyphe, mais justement, c'est un travail qui n'est jamais terminé, c'est une œuvre, à la fois à l'échelle de l'individu, mais aussi peut-être à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une société, un travail qui est toujours à faire. Alors, c'est intéressant ce que disait effectivement David par rapport à la transition démographique. Effectivement, là, beaucoup de candidats ont parlé de la transition écologique. Bon. Alors, c'est vrai qu'on entend parler toute la journée de la transition numérique. Là, maintenant, de plus en plus, on entend parler de la transition écologique. Et effectivement, pour le coup, dans notre angle mort, avance la transition démographique, le vieillissement de la population. Voilà. Et ça n'intéresse personne. Emmanuel Macron en a parlé dans sa conférence de presse en 2030, si je peux me permettre. Mais justement, je veux dire, tout le sujet est là. C'est-à-dire qu'en fait, soit on parle de la transition numérique, soit on parle de la transition écologique, et puis certains parlent effectivement, éventuellement, de cette silver economy. D'ailleurs, la silver economy, idem, c'est une case qu'on a inventée comme si c'était un secteur, alors que pour le coup, le sujet du vieillissement, c'est tous les secteurs, toutes les activités, toutes les entreprises, toutes les institutions publiques, toutes les administrations doivent s'interroger, se dire, c'est quoi une société dans laquelle il y a des personnes de plus en plus âgées, et comment est-ce que ça va complètement remettre en question notre métier, notre approche des choses, nos modèles organisationnels, nos manières de travailler, de consommer, etc. etc. Donc justement, tout le sujet, c'est pas prendre une transition les unes indépendamment des autres et les juxtaposer. Mais c'est tout le sujet, c'est comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir les hybrider, parce qu'elles sont pleines d'injonctions contradictoires. Et c'est là où justement l'économie sociale et solidaire peut être une source d'inspiration.
Parce que justement, l'économie sociale et solidaire, elle sait faire avec les injonctions contradictoires, par définition. Enfin, je veux dire, l'économie sociale et solidaire, c'est de l'injonction contradictoire avec l'économique, le social, le solidaire, social et solidaire, et tout ça, ça marche ensemble. Donc justement, pour le coup, je pense que là, dans ce sujet d'hybridation des transitions, l'ESS a quelque chose à apporter. Alors finissons de nous hybrider, jetons notre encre encore un peu plus loin en écoutant Valérie Pécresse. Réindustrialisation de la France qui sera au cœur de mon projet. Cette réindustrialisation, elle sera très puissante, à la fois pour l'économie sociale et solidaire, qui apportera certainement du capital humain à cette réindustrialisation, mais elle sera aussi très importante pour notre bilan carbone, parce que, on le voit bien, tout ce qui est produit en France aujourd'hui baisse en empreinte carbone. Tout ce qui est produit hors de France, malheureusement, continue d'augmenter en empreinte carbone. Et donc la réindustrialisation, c'est aussi une façon de générer de l'emploi, de dynamiser l'emploi, mais c'est aussi une façon de sauver la planète. 30 secondes chacun de conclusion, sinon je vais vraiment me faire engueuler. Ouais. Il y a une idée là, si on tire un peu le fil de ce que nous dit Valérie Pécresse, de souveraineté économique, clairement. Ma question au-delà, c'est, puisqu'on est dans une séquence présidentielle, et pour reboucler un peu avec l'introduction, d'après vous, comment on fait pour inverser les dynamiques à l'œuvre en ce moment dans la campagne présidentielle? Grosso modo, comment on passe du grand remplacement à l'ESS? Bon, vous voulez que je la pose autrement? Non, mais moi, je peux répondre. Oui, je veux bien que tu répondes. J'en profite pour te souhaiter un bon anniversaire, David. Merci beaucoup. Nous sommes dans la décennie critique, c'est-à-dire qu'effectivement, tous les défis les plus importants et parmi les plus graves qui se soient jamais posés à l'humanité se présentent en même temps. Alors, on peut voir ça comme une accumulation de catastrophes ou une accumulation de nuages. Cette transition écologique, énergétique, ce vieillissement de la population, cette transformation numérique de notre économie. Et puis le péril démocratique, parce qu'aujourd'hui, avec 87% des jeunes de 18 à 24 ans qui n'ont pas voté aux dernières élections, il y a un vrai sujet. C'est-à-dire que la masse de la population a fait sécession vis-à-vis du système politique, c'est pas l'inverse. C'est la France qui s'en cogne, comme dirait Marianne. Et voilà. Et donc, si tu veux, cette accumulation de défis absolument majeurs, de deux choses l'une. Soit la France n'arrive pas à faire face et les ajustements seront de plus en plus brutaux. C'est-à-dire qu'on aura les gilets jaunes puissance 2, les gilets jaunes puissance 10 et les baffes là vont être de plus en plus violentes. Et là, on s'enfoncera dans le chaos. Et le pendant du chaos, c'est souvent la reprise en main autoritaire. Hein, et donc les discours haineux qu'on voit fleurir en ce moment, ils sont un peu la préfiguration de ça. Donc est-ce qu'on a envie de vivre dans ça? Soit au contraire, on se dit, on se pose, on souffle. On accepte de perdre un tout petit peu de temps pour en regagner beaucoup. On délibère, on se concerte, on travaille ensemble, on fait les synergies, on fait les coalitions, tous ces trucs qu'on ne connaît pas bien en France. On coopère, on co-gère. On passe 3 mois à faire un contrat de gouvernement et à la fin, tout le monde est d'accord. Par exemple, Yannick Jadot disait, parce que c'est facile de se moquer aussi des candidats, on ne va pas faire que ça. Je veux dire, leur tâche, elle est difficile quand même. Moi, je ne serais pas ravi de gouverner la France en ce moment. Et Yannick Jadot disait un truc important tout à l'heure. Il disait les contrats de transition écologique. C'est une proposition qui a été faite dans le rapport Canfin-Zawati à l'échelle des territoires qui associe tous les acteurs. C'est un truc important. Donc, on embarque tous les acteurs dans cette transition et vous allez voir, puisque la transition, c'est pas juste un processus, c'est un projet d'un point A vers un point B. À l'issue de ce processus, la France, elle sera plus forte, plus grande, plus belle, plus juste, plus sobre. Ça ira mieux dans les relations entre les gens. L'économie sera plus prospère. Et donc, on adosse en quelque sorte ces immenses transformations à un récit national et à un projet positif. Si nous ne sommes pas capables de faire ça, et il est minuit moins une, j'ai peur, hélas, que l'ajustement soit de plus en plus coûteux et qu'à la fin, la facture, ça soit soit le chaos, soit un régime autoritaire. Ok, je comprends. Marie-Lise, il est minuit moins une. Il est minuit moins une. Moi, je dirais, dans les défis qui sont devant nous aujourd'hui, c'est de donner à voir en tant que citoyen, et c'est le rôle aussi des corps intermédiaires, tous les acteurs de la société civile qui sont dans le pacte du pouvoir de vivre, de dire que l'enjeu, en fait, c'est pas d'avoir un candidat. L'enjeu, c'est d'avoir un programme et de savoir où on va, quel est le cap qu'on fixe et comment et quel chemin on est susceptible de pouvoir dessiner.
Donc ça, c'est tout l'enjeu du pacte du pouvoir de vivre. Là, on a commencé la campagne et on va organiser un certain nombre de réunions publiques parce que je pense qu'il faut qu'on lutte contre la résignation de beaucoup de citoyens et que l'enjeu, c'est le pouvoir de vivre, pouvoir d'agir, pardon. Pouvoir de vivre, pouvoir d'agir sont indissociables et c'est en allant là où les difficultés les plus dures sont vécues et d'apporter des solutions en expliquant qu'on n'aura pas de slogan, on n'aura pas de réponse simple, mais qu'il y a des chemins possibles. Donc nous, on va être investis dans cette campagne jusqu'à l'élection et d'essayer de mobiliser les citoyens le plus possible. Et puis, voilà, réussir à faire en sorte que les deux puissent être liés entre les solutions, les modalités pour arriver à transformer en fait la société, en étant persuadé, en essayant de convaincre que tout le monde a sa part du chemin à faire. Ce que je veux dire là avec cette expression, c'est que je pense qu'il y a une énorme responsabilité politique et il y a des actes forts qui doivent être posés aussi politiquement et que on a aussi un certain nombre de questions à poser dans le débat public sur les enjeux de consommation, les enjeux de production, ce que chacun est prêt à faire comme effort. Et ça, voilà, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on va essayer de le poser en débat et d'imposer les thématiques, parce que si on ne le fait pas, on peut compter sur les politiques pour aller là où le débat ne progresse pas forcément, mais là où ils pensent pouvoir gagner des voix. Donc on est sur deux enjeux et deux objectifs différents. Merci. Gabriel, j'avais pas précisé que tu avais aussi un peu bossé en cabinet ministériel. Comment on fait pour imposer... Non mais donc t'es pas que Madame Hybridité, c'est ça que tu veux dire, ou hybridation. Rapidement, comment on fait pour imposer une thématique dans le débat public? Alors, pour David disait que c'était extrême... Enfin, il voudrait pas aujourd'hui être au pouvoir parce que ça a l'air trop complexe. Enfin, sans doute que là, la situation elle nous échappe. Alors, c'est pas tant imposer, mais je dirais qu'il y a un vrai sujet en fait, de mise en visibilité de l'économie sociale et solidaire aujourd'hui. Quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que, j'allais dire au sortir de la crise sanitaire, mais c'est un peu trop optimiste. Donc, en tout cas, on peut dire qu'au sortir du 3e ou 4e confinement, il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur les attentes de la société vis-à-vis de l'entreprise, de l'économie. Et ce qui est intéressant quand on lit ces analyses, ces études, c'est que les Français, que ce soit d'ailleurs en tant que salariés, collaborateurs ou en tant que consommateurs, en fait, finalement revendiquent, veulent justement finalement le modèle de l'économie sociale et solidaire. Donc, vraiment, comme si il y avait vraiment quelque chose de pionnier, de visionnaire dans l'ESS, et que, pour employer un grand mot de Zeitgeist, en tout cas, l'ESS, c'est l'esprit du temps, c'est le sujet. Nietzsche, hein. Voilà. Voilà, donc c'est l'esprit du temps. Donc pour le coup, je pense que l'ESS a un boulevard devant elle justement pour pouvoir s'imposer, assumer son modèle, ne pas avoir honte de ce qu'elle est. Oui, c'est une économie qui est différente des autres, mais justement, elle va pouvoir inspirer justement toutes les autres économies et enfin s'imposer. Donc oui, effectivement, un vrai sujet de mise en visibilité. Ouais. Merci. Anaïs, je te donne la parole pour conclure, parce que j'ai vu que tu avais été applaudie tout à l'heure. C'est gentil, ça. En fait, j'ai payé des gens dans la salle pour qu'ils m'applaudissent. Un petit coup de pression. Non, moi, ça va être très simple. Ma conclusion, c'est peut-être un appel à l'action. C'est-à-dire que je crois beaucoup à la preuve par l'exemple. Je crois qu'on pousse les choses dans le débat public parce qu'on est exemplaire. Et tous les candidats, on l'a entendu dans ce que disait Valérie Pécresse, parlent de réindustrialisation. Et je vous appelle à réunir les parties prenantes pour penser des projets de réindustrialisation selon les modèles de l'économie sociale et solidaire. Emparez-vous de ce sujet, parce que c'est un sujet clé pour l'avenir du pays. Et on est tous détenteurs, j'ai envie de dire, d'une part de souveraineté, mais on est aussi tous détenteurs d'une part d'action en faveur de l'intérêt général et d'un intérêt qui nous dépasse. Merci beaucoup. Oui. Franchement, c'était un plaisir de vous avoir tous les quatre. Je vous demande de les applaudir pour le coup collectivement. Merci Gabriel, merci David, merci Marie-Lise, merci Anaïs, et je redonne la parole à Marthe pour la fin de cette journée. Merci à vous tous. Et merci à Thierry Keller.
Voilà. Et Ouzbek et Rika qui ont animé cette séquence.